Vous avez le titre de son intervention inscrite sur le tableau noir. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai une demi-heure pour traiter un très vaste sujet qui demanderait en réalité beaucoup de précautions de langage et un certain nombre de formules. Alors je vais être obligé de survoler la chose d'assez haut, le mieux que je pourrais. Et j'ai remarqué ce matin qu'il y avait au moins 2 physiciens théoriciens présents dans l'auditoire. Alors ceci complique un petit peu mon problème parce que je vais être obligé aussi d'essayer de leur donner satisfaction. Du point de vue de la physique du XXe siècle, qui est essentiellement la physique relativiste et quantique, pour paraphraser un mot de Sully, je dirais que relativité et mécanique quantique sont les 2 mamelles de la physique théorique. Eh bien, il y a eu à cette occasion un considérable changement de paradigme. Vous avez probablement lu, un certain nombre d'entre vous, le livre de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. C'est un livre fort intéressant dans lequel est discutée la notion de paradigme. À vrai dire, l'essentiel du contenu de ce livre se trouve dans 2 chapitres du livre de Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure. Au chapitre 4 et 6, il y a un résumé très exact de ce que dira ultérieurement Thomas Kuhn. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Eh bien, un paradigme, c'est essentiellement une façon globale de voir les choses. Si vous voulez, pour prendre un terme allemand, c'est une Weltanschauung. Pardon? Une vue du monde. Une vue du monde. Une vue du monde. L'avènement d'un nouveau paradigme, en règle générale, se produit, et ça se comprend, ça peut se démontrer, avec le surgissement d'un paradoxe. Il y a même un livre aux États-Unis qui est apparu, un livre collectif intitulé Paradox and Paradigm, sur ce thème. Et le mot paradoxe, si vous ouvrez un dictionnaire, la définition que vous trouvez n'est pas celle que croit la majorité des gens. Généralement, on croit qu'un paradoxe, c'est une proposition self-contradictoire. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous trouvez que le sens fondamental numéro 1 du paradoxe, c'est ceci, paradoxon, ce qui va contre ce qui est admis. C'est une proposition surprenante, éventuellement très surprenante, qui semble aller contre le sens commun, mais qui est peut-être vraie. Exemple type de paradoxe dans ce sens-là, l'héliocentrisme de Copernic. L'héliocentrisme de Copernic a été un paradoxe considérable à l'époque. Maintenant, ça n'en est plus un. Il est tombé dans le domaine du bon sens, à la suite de beaucoup de choses, et en particulier de la grande circumnavigation de Magellan, qui a démontré clair comme le jour que la Terre est ronde. Eh bien, nous sommes depuis 1900 en situation d'un nouveau paradigme considérable en physique théorique. Les spécialistes en sont parfaitement conscients, ils connaissent très bien leur paradigme. Par contre, ceux qui n'appartiennent pas à la physique théorique ne se rendent pas compte qu'un changement de paradigme considérable s'est produit. Ils connaissent bien les Copernic. Les Copernic de ce nouveau paradigme ont des noms illustres que vous connaissez tous, aussi bien en relativité qu'en mécanique quantique. Mais ce qui manque jusqu'à présent, ce sont les Magellan qui démontrent par des méthodes terre-à-terre l'équivalent de ce que la Terre est bien ronde. On a des preuves, mais elles sont très sophistiquées, et pour les comprendre, eh bien, il faut se donner le mal de comprendre la théorie et l'expérimentation en physique. Néanmoins, j'ai devant moi la tâche difficile d'essayer de faire comprendre ce que c'est que cet ensemble de nouveaux paradigmes. C'est de 1900 à 1928 que le paradigme a basculé, aussi bien en relativité qu'en mécanique quantique, et maintenant les 2 à la fois, parce qu'on a une théorie qui est à la fois relativiste et quantique, qui s'appelle la théorie quantique des champs, et c'est elle qui représente essentiellement la formulation du paradigme de la nouvelle physique. Bon, la physique est touchée, naturellement, cela va sans dire, mais à travers la physique, et c'est ça ce que, en dehors de la physique, on ne sait pas, beaucoup d'autres choses sont touchées, la conception de l'espace, la conception du temps, plus encore, c'est là que le changement de paradigme est vraiment considérable, naturellement la matière, puisqu'elle est déployée dans l'espace et le temps, mais aussi des concepts comme ceux dont on parlait ce matin, le concept de hasard qu'il a fallu reconsidérer et rediscuter, et en relation intime avec le hasard, parce que vous savez que le hasard, la probabilité, c'est le nom technique qui va avec le hasard, la probabilité est liée au concept d'information, la négantropie c'est moins le logarithme de la probabilité, et l'information a la même définition. Eh bien, ces concepts-là sont aussi à la clé des paradigmes de la nouvelle physique, qui est probabiliste. La mécanique quantique est essentiellement probabiliste, donc elle a affaire au concept d'information. Et aussi, une chose que je vous dis dès maintenant, sur laquelle je reviendrai, un aspect du changement considérable de paradigme
c'est qu'on a changé la règle du calcul des probabilités. Au lieu d'additionner les probabilités partielles, ce qui était la norme du calcul classique des probabilités, la nouvelle règle est qu'on additionne les amplitudes et qu'on élève au carré pour obtenir la probabilité. Et ça change beaucoup de choses, parce que quand on fait cette élévation au carré, il y a d'une part des termes carrés et d'autre part des termes rectangles. Les termes carrés, s'ils étaient seuls, redonneraient l'ancienne loi. Les termes rectangles amènent les corrélations de la mécanique quantique et sont à la source d'à peu près tous les paradoxes de la mécanique quantique, et dont ceux que je vous discuterai, aujourd'hui devant vous, en rapport avec les concepts d'espace et de temps. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce changement de paradigme? Eh bien, d'abord, je commence par la relativité. Je pense que la majorité des personnes qui m'écoutent, je ne parle pas pour les physiciens, je parle des non-physiciens, la majorité des personnes qui m'écoutent pensent que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Eh bien, c'est une chose que nous ne pouvons plus croire en relativité. Nous sommes obligés de croire que le passé existe et que le futur existe aussi, tout autant que nous croyons avant la relativité que le présent existe. Je donnerai les raisons techniques tout à l'heure. Je ne dis pas le passé existe maintenant et le futur existe maintenant, ce serait auto-contradictoire. Je dis le passé existe dans le passé, dans le passé relatif, en tant que passé, et le futur existe dans le futur relatif, en tant que passé. Mais ils existent au sens le plus fort du terme. Et ne croyez pas que je prononce des paroles en l'air. Voulez-vous que je cite des témoins qui disent substantiellement la même chose? Eh bien, je peux vous citer Minkowski. Minkowski, qui est le créateur de cette conception d'espace-temps, dont, à vrai dire, le germe se trouve chez Poincaré. C'est Poincaré qui, dans un article de 1905, au Rendiconti di Circolo Matematico di Palermo, a introduit l'interprétation quadridimensionnelle de la transformation de Lorentz. Alors, Minkowski a écrit, et ne croyez pas que ce sont des paroles en l'air, encore une fois. Minkowski a écrit « L'espace en lui-même et le temps en lui-même doivent reculer dans l'ombre, leur union seule est douée d'un sens objectif. » Autre exemple, Fantapie, un mathématicien italien qui a également fait des travaux très connus de relativité. Et alors, il a intitulé un chapitre d'un de ses livres Esistentia del passato e del futuro insieme al presente. Existence du passé et du futur à la fois avec le présent. Quant à Feynman, un physicien quantiste qui est très très connu à cause de son histoire d'électrons paramétrés vers les temps décroissants, eh bien, je vais vous commenter Feynman. Voyez-vous, ce tableau représente un diagramme d'espace-temps. Ici, j'ai porté le temps, multiplié par c pour qu'il soit homogène à l'espace. Ici, je porte les coordonnées spatiales. Et Feynman décrit par exemple ces deux phénomènes suivants. Ici, nous avons la création d'une paire électron-positron. Et ici, nous avons l'annihilation du positron avec un autre électron. Il faut vous dire que le positron est formellement le frère jumeau exact de l'électron, mais qu'en fait, il est beaucoup plus rare. De sorte que ce qui arrive couramment, si vous avez un positron, c'est qu'il va s'annihiler avec un électron. Alors, Feynman interprète cette chose en paramétrant la trajectoire du positron vers les temps décroissants, et il fait le petit dessin que voici. Ne croyez pas que ce soit des plaisanteries, c'est à la clé de méthodes de calcul extrêmement efficaces et les plus concises et les plus efficaces qui soient pour traiter de ces problèmes. Alors, Feynman commente la chose en disant, bon, eh bien, voyez-vous, c'est un petit peu comme si un aviateur volant bas, je vous présente ici son avion, apercevait, il voit ici une route. Tout à coup, il aperçoit ici deux routes. Alors, il se dit, bon, j'ai affaire maintenant à trois routes. Et c'est seulement en arrivant ici qu'il s'aperçoit qu'il a affaire à une seule route, qui fait un long switchback, comme il dit, une longue épine vers l'arrière, et ça repart comme ça. Alors, voyez-vous, tout ceci, c'est pour vous dire que tous les physiciens théoriciens actuellement croient, mais croient au sens le plus fort qui soit, que l'espace-temps est déployé en actes. Je ne parle pas seulement en physique macroscopique, la physique de tous les jours, je ne parle pas seulement en physique cosmologique, parce que toute la physique cosmologique est faite comme ça, je parle en termes de physique quantique. La théorie quantique des champs est faite comme ça, et pas autrement. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous autorise, nous physiciens, à énoncer ce propos qui vous semble peut-être incroyable? Eh bien, qu'est-ce qui nous autorise, qui nous oblige à dire ça? Ce sont d'abord des faits expérimentaux très précis et très surprenants. Le premier d'entre eux a été la célèbre expérience de Michelson. Je ne vais pas vous la commenter ici, il me faudrait bien une demi-heure pour ça. Enfin, je ne fais que la mentionner en passant. Des faits expérimentaux surprenants, au sens du mot paradoxe que j'employais tout à l'heure, paradoxaux, mais parfaitement bien vérifiés. Et la formalisation d'une théorie qui rend compte admirablement de ces faits expérimentaux, et je ne vois vraiment pas par quoi d'autre on pourrait la remplacer. Bon, et j'ajoute
le succès jusqu'ici non démenti, bien au contraire, de ce paradigme, non seulement, comme je le disais, dans la physique de l'échelle humaine, mais aussi dans la microphysique et dans la macrophysique. Bon. Alors, conclusion de cette section, l'espace-temps de Minkowski, avec sa métrique, c'est un espace-temps pseudo-euclidien, c'est-à-dire qu'il est grosso modo euclidien, il y a une question de signe dans la métrique, je n'insiste pas là-dessus. Il a ni plus ni moins de réalité que l'espace euclidien de toute la physique jusqu'à la fin du XIXe siècle compris. Et nous ne pouvons pas admettre autre chose. Alors, nous ne pouvons plus penser. Bergson, au chapitre 1 de l'évolution créatrice, énonce la proposition suivante pour la physique théorique de son temps. Les gens pensaient que la matière meurt et renaît à chaque instant. À chaque instant de quoi? Du temps universel de l'univers tel qu'on croyait qu'il existait à cette époque, le temps de Newton. Eh bien ça, nous ne pouvons absolument plus le croire aujourd'hui, c'est impossible. Et pourquoi est-ce impossible? Eh bien c'est parce que la métrique de l'espace-temps est telle qu'en chaque instant point, ici, vous voyez, j'utilise les mêmes axes ici, en chaque instant point, nous avons non plus une dichotomie passé-futur comme autrefois, nous avons une trichotomie passé, futur et ailleurs. Il y a un code isotrope. Ces droites-là sont de longueur nulle dans la métrique de Minkowski. Alors ici, nous avons le passé. Ici, nous avons le futur. Et puis ici, nous avons quelque chose de plus qui n'existe que qui existe dans l'espace-temps de Minkowski, c'est la région ailleurs, la région du genre espace. Bon, le cône est représenté comme ça, avec des génératrices à 45 degrés, c'est si on emploie des unités telles que C égale 1. Mais, en fait, ce que nous trouvons commode en physique macroscopique, c'est de prendre des unités telles que C soient extrêmement lents. Et bien, en unité telle que C est extrêmement lent, le cône isotrope apparaît extrêmement aplati, quelque chose comme ça, voyez-vous. La région ailleurs est très serrée entre le passé et le futur. Et si on passe la limite C tend vers l'infini, la région ailleurs est complètement expulsée et il reste simplement la dichotomie ancienne passé-futur. C'est comme ça qu'on peut montrer de façon imagée comment on repasse à l'ancienne façon des choses dans l'approximation C tend vers l'infini. Le point important, c'est que du fait même de cette trichotomie, il n'y a plus de séparation objective entre le passé et le futur. Eh bien, il y a une séparation locale, bien entendu, une séparation locale entre passé, futur et ailleurs. Il n'y a pas de séparation universelle ou globale, et ce qu'on ne peut pas séparer, il faut donc l'unir. C'est ça l'origine du concept de l'espace-temps déployé en acte dans lequel toute la physique de maintenant est pensée. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très joli, mais du point de vue de la technologie, car la technologie est en somme un intermédiaire entre la science fondamentale et la vie de tous les jours. Du point de vue de la technologie, qu'est-ce que ça apporte, ça? Eh bien, du point de vue de la technologie, ça a apporté toute la chronométrie, à la fois quantique et relativiste. Cette chronométrie, vous savez, autrefois, dans mes cours de physique, quand j'étais étudiant, on disait une mesure faite à 10 puissance moins 7 près, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Bon, eh bien, dans cette nouvelle chronométrie qui est relativiste et quantique à la fois, la précision, c'est 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 13, 10 puissance moins 14 et même éventuellement 10 puissance moins 15. Autrement dit, vous voyez que du côté du progrès en technologie, c'est absolument fantastique. Ce sont les précisions parmi les plus élevées de la physique. Et j'ajoute un petit mot à l'usage des philosophes, c'est que ce qui est mis en œuvre dans cette chronométrie-là, c'est essentiellement l'équivalence L égale CT, l'équivalence entre espace et temps de la relativité. Et ceci réalise parfaitement le vieux rêve d'Aristote. Vous savez, les formules d'Aristote, nous mesurons le temps au moyen du mouvement et le mouvement au moyen du temps. Eh bien, c'était déjà approximativement vrai de la mécanique rationnelle, des horloges de la mécanique rationnelle. Mais les horloges de la mécanique rationnelle en traduisaient encore un terme intermédiaire, c'est-à-dire le concept de masse et le concept d'inertie. Ici, on a coupé les ponts et on a relié directement l'espace et le temps. Voyez-vous, cette chronométrie-là relie de la manière la plus directe que soit la mesure du temps à la mesure de l'espace. Et c'est la raison profonde de sa précision fantastique. Bon, alors vous allez me dire, et les Magellans, vous ne pourriez quand même pas nous citer des Magellans de cette nouvelle façon de voir les choses? Eh bien, je vous réponds oui, il y a des Magellans quand même. On a fait une expérience très jolie. Ce sont des physiciens américains qui ont eu l'idée d'embarquer des chronomètres atomiques, sensibles précis à 10 puissance moins 13 près, dans des avions, dans des longs courriers, qui faisaient le tour de la Terre en sens opposé. Ils sont allés de Washington à Washington, les uns vers l'est et les autres vers l'ouest.
Naturellement, pour l'un, leur vitesse s'ajoutait à la vitesse de rotation de la Terre, et pour l'autre, elle se retranchait. Alors on peut montrer que comme la trajectoire d'espace-temps est une hélice, une des deux hélices est aspire plus serrée que l'autre, et par conséquent, c'est l'histoire des jumeaux de Langevin, du paradoxe de Langevin, eh bien, un des deux avions vieillit moins que l'autre. Eh bien, en effet, la vérification a été faite, et la formule a été parfaitement bien vérifiée. On a trouvé que les chronomètres atomiques, au retour, étaient en désaccord de la quantité prédite par la théorie. Et ne croyez pas, encore une fois, que ce soit de vains discours. Ça veut dire aussi que si les deux pilotes étaient partis rasés de frais, eh bien, quand ils se sont retrouvés, les poils de la barbe de l'un étaient plus longs que les poils de la barbe de l'autre, dans le rapport 10 puissance moins 12 ou 10 puissance moins 13. C'est à cette précision-là que la mesure a été faite. Et quand je parle des poils de la barbe, naturellement, ça veut dire aussi les processus biologiques, et tout. C'est le vieillissement, c'est le phénomène du voyageur de Langevin. Bon. Alors, vous allez me dire, si on admet que tout est écrit dans l'espace-temps, et ceci, je le répète, est vrai non seulement de la physique macroscopique, mais de la microphysique, de la théorie quantique des champs, alors nous en arrivons à une espèce de fatalisme. Alors je vous réponds oui, en un sens, c'est une espèce de fatalisme, et je vais m'évertuer à faire de la philosophie le moins mal que je peux, parce que ce n'est pas mon rayon. Je dirais simplement ceci, ça veut dire essentiellement, le futur, quel qu'il soit, ne pourra être autre que ce qu'il aura été. Voilà en quel sens c'est écrit. Bon, mais vous allez me dire, c'est une théorie déterministe. Et je vous réponds non, si paradoxal que ce soit, la physique quantique n'est pas une théorie déterministe, c'est une théorie qui est écrite dans l'espace-temps, mais c'est une théorie probabiliste. La relation entre futur et passé reste probabiliste. Alors vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible? Ce mariage de l'eau et du feu, c'est quand même quelque chose d'inconcevable. Une théorie du tout est écrite qui reste probabiliste. Alors je vous répondrai que si vous voulez regarder la chose en détail, la réponse est assez subtile. Je vais néanmoins essayer de la résumer. Bon, nous parlons de probabilité. Et je le répète, ces règles de Feynman qui sont illustrées par des diagrammes de ce genre-là sont des règles de calcul des probabilités. Alors, la probabilité, vous savez qu'il y a essentiellement deux concepts. Il y a le concept fréquentiel et le concept informatique. Eh bien, je vais brièvement considérer les deux. Je commence par le concept fréquentiel. Quand vous parlez de la probabilité au sens fréquentiel, vous parlez d'une répétition possible de la mesure. Alors, le problème qui se présente ici n'est pas spécifique à la relativité, il existait déjà avant, mais il est plus fort encore en relativité. Quand on parle de répétition, ça veut dire qu'il y aura identité d'un certain nombre de paramètres qui seront déclarés les paramètres relevants ou significatifs, mais qu'on négligera les autres différences. Exemple, si je parle de jouer au dé, de lancer des dés à partir d'un cornet, eh bien je dirais que l'expérience est répétée dans des conditions identiques, même si l'ombre de la maison projetée par le soleil a changé d'un jet de dés à l'autre, ou même si le téléphone sonnait pendant un des jets de dés et pas dans l'autre. Les épreuves sont identiques à ceci près qu'un certain nombre de propriétés considérées comme accidentelles ou accessoires et non relevantes sont écartées. Alors ici, c'est la même chose. Si je veux parler de répétition d'une expérience, je sais bien que tout événement de l'espace-temps en soi est unique et par conséquent qu'il n'a pas de frères jumeaux. Non seulement il est unique si vous considérez tout, mais, et c'est la même chose dit autrement, il est unique dans sa relation avec le tout de l'univers. Il n'en reste pas moins que si je néglige un certain nombre de traits que je déclare secondaires, je peux parler d'une répétition de l'expérience en des points différents de l'espace-temps, et ça se traduira comment techniquement? Techniquement, ça se traduira par une invariance de translation de ce que je veux bien mettre dans mon calcul. Voilà pour la réponse en termes fréquentiels. Alors en termes informatiques, ce serait beaucoup plus long à discuter, beaucoup plus fondamental, parce que finalement la conception informatique de la probabilité est beaucoup plus profonde que la conception fréquentielle. Je dirais simplement ceci, c'est que l'information de la cybernétique, qui est celle du calcul des probabilités, est malgré tout, malgré des précisions techniques supplémentaires, elle est assez proche parente du concept de l'information de monsieur et madame tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que le concept de l'information de monsieur et madame tout le monde? Eh bien c'est essentiellement deux choses. Il y a d'abord l'information acquisition de connaissances. Ça c'est un sens tout à fait trivial. L'homme de la rue achète un journal 1 franc 20, ça a peut-être même augmenté maintenant, c'est peut-être 1 franc 30, je ne sais plus, achète un journal 1 franc 30 pour y trouver quoi? Des informations, acquisition de connaissances. Bon. Soit dit entre parenthèses, l'information acquisition de connaissances est quelque chose d'extrêmement bon marché. Vous en avez un exemple trivial, vous recevez des prospectus, personne n'y regarde à diffuser de l'information connaissance en envoyant des prospectus qui vont éventuellement tout droit dans le panier à papier de ceux qui les reçoivent. Exemple plus sophistiqué, Brillouin a très bien expliqué dans son livre que toute mesure de haute précision en physique correspond à un véritable gaspillage de la négantropie. Toute mesure de haute précision en physique consomme une négantropie énorme pour un produit d'information très significatif, mais numériquement très inférieur. Bon. Maintenant, autre chose, l'information, si vous lisez les philosophes, l'information c'est autre chose aussi.
c'est un pouvoir d'action ou d'organisation. Et en particulier, ce sens-là se trouve chez Aristote. Alors là, je savais qu'Aristote avait les deux concepts d'information. J'ai voulu en avoir le cœur plus net parce que M. l'abbé Grenet m'en avait parlé autrefois, mais j'ai voulu avoir une information plus récente et je me suis adressé à mon ami M. Barrault qui a été assez gentil pour se plonger dans Aristote et m'envoyer une longue lettre très, très bien fouillée de laquelle il ressort ceci. C'est que chez Aristote, les deux concepts d'information sont effectivement présents, l'information connaissance et l'information pouvoir d'organisation. Cependant, ils ne sont pas mis en parallèle et encore moins en opposition. Par contre, c'est beaucoup plus net chez Thomas d'Aquin. Chez Thomas d'Aquin, il voit beaucoup plus nettement la relation entre les deux aspects de l'information et il me dit, M. Barrault, ce qui est curieux, c'est qu'on dit toujours que Thomas d'Aquin est un bon élève d'Aristote, mais dans le cas particulier, ça lui vient de Platon et pas d'Aristote. Bon, en tout cas, toujours est-il que la cybernétique a retrouvé clair comme le jour cette association, et je vais vous l'illustrer ici sur le tableau noir. Je considère une conversation téléphonique, voyez-vous. Ici, j'ai le micro dans lequel on parle. Là, j'ai une ligne téléphonique, je la symbolise par un seul trait. Je mets la flèche pour dire dans quel sens le message circule. Et ce qu'on a circulant sur la ligne, c'est une négantropie. C'est la même chose formellement qu'une information, une certaine négantropie. Alors ici, elle est décodée, écoutez, et qu'est-ce qu'on tire de là? Une information connaissance, que j'appelle I2. Ça, c'est l'information acquisition de connaissance. Mais à l'émission, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un concept qui a été codé, suivant les règles du jeu, et transmis sur la ligne. Là, j'ai l'information pouvoir d'organisation. Et, croyez-moi, sur les formules, il y a symétrie totale. Ce processus-là est exactement symétrique de ce processus-ci. Ça, c'est la situation de droit, des jurés. Mais de fait, il arrive que I1 est beaucoup plus grand que N, lequel est lui-même beaucoup plus grand que I2. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'il y a de la friture sur la ligne. La négantropie se dégrade en cheminant. Il y a de la friture sur la ligne. À la réception, il y a des erreurs celui qui reçoit peut être un peu sourd, il comprend mal. Il y a des erreurs à la réception. À l'émission, l'émetteur peut éventuellement un peu bafouiller. Il y a des erreurs à l'émission. Tout ça joue dans le même sens pour faire que I1 est plus grand que N, plus grand que I2. Mais je le répète, ceci est une situation de fait et pas du tout une situation de droit. Enfin, c'est à cause de cette situation de fait, si vous me demandiez maintenant pourquoi est-ce que l'information connaissance est tellement triviale, tout le monde sait ce que c'est que l'information connaissance quand vous achetez un journal, mais par contre l'information pouvoir d'organisation est un concept assez ésotérique qu'on trouve seulement chez les philosophes intéressés dans les problèmes de finalité ou de volonté. Réponse, pourquoi est-ce que ce concept-ci est trivial et que ce concept-ci est ésotérique? C'est à cause de l'irréversibilité du temps, le principe de Carnot qui est énoncé ici, voyez-vous, sous cette forme-là. C'est parce que acquérir de l'information connaissance est en fait extrêmement bon marché, c'est ce que je disais tout à l'heure, les prospectus ont droit au panier. Par contre, produire de l'information pouvoir d'organisation, en fait, pour nous, est extrêmement pénible. On sait bien que c'est beaucoup plus reposant d'aller au cinéma que de retrousser ses manches et de se mettre à bêcher. Vu en termes économiques, vous savez très bien que dans l'industrie, ce qui fait le coût du produit fini, c'est avant tout l'heure d'ouvrier qualifié et l'heure d'ingénieur compétent. C'est donc l'information pouvoir d'organisation qui est essentiellement chiffrée ici. Bon, alors ceci est traduit. Voyez-vous, maintenant parlons un petit peu des constantes universelles de la physique. Ce sont des coefficients d'équivalence entre grandeurs, par exemple, vous savez, le fameux J de Joule, qui est le coefficient d'équivalence entre une énergie et un travail. Eh bien, cette situation se retrouve dans beaucoup d'autres secteurs de la physique. Ici, j'ai écrit L égale CT, c'est la formule d'équivalence entre temps et longueur, au terme d'une théorie qui est la théorie de la relativité. Eh bien, en unité pratique, C est très grand, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous trouvons commode d'utiliser des unités telles, des unités pour lesquelles C est extrêmement grand, c'est-à-dire, disons, des unités qui associent comme unité de temps le seconde, la seconde, et comme unité de longueur le mètre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, je crois que la raison est physiologique, tout simplement. C'est parce que la vitesse de notre influx nerveux est de l'ordre d'un petit multiple du mètre par seconde que nous trouvons commode de prendre des unités qui associent le mètre et la seconde, et que dans ces unités-là, C est très grand. Bon, autre exemple de constante universelle, la constante de la mécanique quantique, W égale h nu. La formule d'équivalence entre une fréquence et une énergie. Eh bien, H est extrêmement petit. Ça, c'est parce que nous sommes ainsi faits qu'avec notre façon de voir le monde, nous trouvons que H est extrêmement petit. Si on fait tendre H vers 0, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, je ne répète pas que si on fait tendre C vers l'infini, on retombe sur la physique de Newton ici. Si on fait tendre H vers 0, et qu'on retienne l'aspect corpusculaire, alors on perd l'aspect ondulatoire. C'était l'approximation de l'ancienne mécanique. Si on retient l'aspect ondulatoire en faisant tendre H vers 0, on perd l'aspect corpusculaire et c'était l'approximation de l'optique d'avant le photon. Bon, alors ici dans l'informatique, il arrive quelque chose d'analogue, c'est qu'on a un coefficient d'équivalence
delta n, ça c'est une négantropie exprimée en ce qu'on appelle des unités thermodynamiques pratiques, les unités qui sont définies en thermodynamique, qui sont commodes pour l'ingénieur. On a delta n égale k, c'est la constante de Boltzmann, k logarithme népérien de 2 delta i, et ce k logarithme népérien de 2 vaut à peu près 10 puissance moins 16 dans ces systèmes d'unités. Ceci vous traduit directement que dans les unités qui sont pour nous pratiques, acquérir de l'information connaissance est très bon marché, et produire de l'information pouvoir d'action est au contraire extrêmement coûteux. Si on faisait tendre k vers 0, on trouverait quoi? Que l'acquisition de connaissance est complètement gratuite et que l'action libre est tout à fait impossible. Eh bien ça, c'est une situation qui a été très classique, c'est la théorie de la conscience épiphénomène. La conscience était simplement spectatrice et ne pouvait rien faire. Eh bien la cybernétique a corrigé ça en introduisant ça. La cybernétique a fait payer sa place à la conscience observatrice pour une somme extrêmement modique d'ailleurs, mais du même coup, elle lui a donné le pouvoir de devenir actrice aussi. Et ça, c'est à mon avis extrêmement nouveau et important. Gabor a dit la cybernétique nous a fait découvrir qu'on ne peut rien avoir pour rien, pas même une observation. Mais c'est que c'est lourd de conséquences. Le fait qu'il faille faire payer à la conscience sa place d'observatrice l'autorise aussi, en principe, des jurés à devenir actrice. Et c'est un des thèmes du discours que je vous tiens aujourd'hui. Bon. Alors maintenant, j'en arrive à un troisième aspect de ces nouveaux paradigmes, et là, je vous demande de faire attention, parce que si je voulais être complet, je serais terriblement subtil. Je dis que ce concept d'information ou de probabilité, maintenant, il joue dans le contexte de la mécanique quantique, et essentiellement de la mécanique quantique relativiste. Alors, comme je vous le disais, alors d'où est-ce qu'elle sort d'abord, la mécanique quantique? Elle sort de la théorie des ondes. C'est curieux que toute la physique du XXe siècle sort de la théorie des ondes. Einstein a soumis la cinématique à la théorie des ondes, c'est ça la création de la théorie de la relativité, et Louis de Broglie a soumis la dynamique à la théorie des ondes, et c'est ça la mécanique ondulatoire. Bon, alors, maintenant nous savons que cette mécanique quantique est une théorie probabiliste, et cette découverte est due à Born en 1926. Born a donné l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, et il a introduit subrepticement quelque chose qui n'a pas semblé considérable à l'époque, mais qui maintenant nous apparaît une véritable révolution paradigmatique. C'est que la règle fondamentale de Born consiste à dire, eh bien, nous n'allons plus additionner les probabilités partielles, comme on faisait autrefois, nous allons additionner les amplitudes, qui sont des nombres complexes, ce sont des amplitudes d'onde. Nous additionnons les amplitudes et nous élevons au carré pour trouver la probabilité, ce qui, comme je vous le disais tout à l'heure, donne des termes carrés et des termes rectangles. Les termes carrés à eux tout seuls redonneraient l'ancienne loi, addition des probabilités partielles. Les termes rectangles introduisent des corrélations qui contiennent les différences de phase, et c'est de là que sortent tous les paradoxes de la mécanique quantique, y compris celui que je vais discuter maintenant, parce qu'il touche directement aux aspects d'espace, de temps et d'information. Bon. Alors, le paradoxe dont je vais vous parler, maintenant, je vais prendre une autre partie du tableau noir, parce que je ne voudrais pas effacer ce qui est là, s'appelle le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen, parce qu'il a été énoncé par ces trois auteurs dans un article de 1935 dans la Physical Review, où il est exposé sous forme non relativiste d'ailleurs. Mais le vrai père du paradoxe est Einstein, qui l'a signalé en 1927 au 5e Conseil Solvay, et là Einstein a montré une fois de plus son extraordinaire perspicacité, parce que c'est l'un des paradoxes essentiels de la mécanique quantique, de la nouvelle mécanique quantique, laquelle était juste au berceau à l'époque, car je vous rappelle que la nouvelle mécanique quantique est née de 1924 à 1927. Alors, penché sur le berceau de la toute jeune mécanique quantique comme un méchant sorcier, il a jeté sur elle ce sort redoutable qu'on discute en ce moment. Toutes les revues scientifiques du monde sont remplies de discussions théoriques et de comptes rendus d'expérience sur le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Alors, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail, mais je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Bon, de quoi s'agit-il? Alors, je vais essayer de l'expliquer par une petite fable. Je suis toujours dans l'espace-temps, voyez-vous, les axes sont les mêmes que là-bas. Alors, je suppose qu'ici, sur l'aéroport de Calcutta, deux voyageurs s'envolent simultanément, ils sont au même point, je peux parler de simultanéité, c'est une coïncidence spatio-temporelle. Ils s'envolent à la fois, l'un pour Nagasaki, qui est ici, et l'autre pour Londres, qui est ici. Et chacun de ces voyageurs emporte une boîte fermée, laquelle contient ou ne contient pas la boule unique qu'un troisième homme a enfermée derrière un voile ici à Calcutta, naturellement sans qu'aucun des voyageurs sache dans quelle boîte. Arrivé à destination, chaque voyageur ouvre sa boîte, trouve la boule ou ne la trouve pas. Il en infère immédiatement ce que trouve l'autre. Bon, il n'y a rien de paradoxal en ceci. Pourquoi? C'est un problème élémentaire des théories de l'information. Il n'y a rien de paradoxal parce que ce que nous étudions ici, c'est le calcul classique des probabilités. Nous n'avons pas les termes d'interférence. Nous avons affaire, comme on dit techniquement, à une théorie à variable cachée locale. La variable cachée vaut 0 dans une boîte et 1 dans l'autre, et c'est la fin de l'histoire. Cependant, avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur un détail qui a son importance.
c'est que le raisonnement explicite, en réalité, n'est pas télégraphique directement le long du vecteur du genre espace Ln. N'est-ce pas? Le raisonnement rapide est télégraphique de cette façon-là. Mais le raisonnement explicite est le suivant. Chaque voyageur se rappelle son vol depuis quelque temps, se rappelle le petit jeu qui a été joué là avec ses règles, et imagine le vol de l'autre, de sorte que l'inférence explicite est télégraphiée non pas sur le vecteur du genre espace, mais sur deux vecteurs du genre temps, une fois vers le passé, une fois vers le futur. Je rappelle ici, en me servant du graphique qui est là, que les vecteurs du genre temps sont ceux qui pointent à l'intérieur du cône, soit vers le futur, soit vers le passé, et que les vecteurs du genre espace sont ceux qui pointent à l'extérieur du cône. Bon. Alors, en mécanique quantique, nous avons exactement cette expérience-là, sauf qu'elle est faite avec le nouveau calcul des probabilités et pas avec l'ancien. Et alors là, je ne peux pas entrer dans des détails techniques. La différence, c'est que ici, dans le cas classique, on peut et on doit admettre que les dés ont été jetés ici en C. En mécanique quantique, on est obligé d'admettre que les dés sont jetés non pas en C, mais en L et en N, et que néanmoins ils sont corrélés. Je vais essayer de le faire comprendre par un raccourci. Ça tient aussi à ce qu'il y a des grandeurs non simultanément mesurables. Par exemple, deux états de polarisation d'un photon. Si vous considérez deux directions qui ne font pas entre elles un angle 0 degré ou 90 degrés, eh bien la polarisation du photon dans cette direction n'est pas simultanément mesurable avec celle de l'autre direction. Ça, c'est un point. Ce sont des grandeurs non simultanément mesurables. Le deuxième point, c'est qu'en principe, chaque observateur ici peut attendre jusqu'au dernier moment, bien après que les photons sont partis. Il peut attendre jusqu'au dernier moment pour décider de l'orientation du polariseur qu'il choisira là. Et ceci vous montre, j'espère que vous savez remplir ce que je n'ai pas dit parce que ce serait trop long, ceci vous montre clairement qu'on est obligé d'admettre maintenant que les dés ne sont pas jetés ici dans le cornet, ils sont jetés là-haut quand ils roulent sur la table. Bon, ça vous allez me dire, c'est pas très extraordinaire, on peut parfaitement admettre que les dés sont jetés quand ils roulent sur la table. Oui, mais le paradoxe c'est qu'ils sont néanmoins corrélés, c'est ça le but de l'histoire. C'est ça le but de l'histoire, ils sont corrélés de sorte que maintenant, entre L et N, nous n'avons pas simplement télédiction, comme autrefois avec l'ancien calcul des probabilités, nous avons quelque chose que nous sommes bien obligés d'appeler, en un certain sens subtil, télédiction plus téléaction. Et je peux vous dire, je peux témoigner que cette situation est tellement troublante pour l'esprit que, par exemple, j'ai en main deux lettres de physiciens théoriciens qui sont parmi les plus grands physiciens théoriciens mondiaux actuels qui s'occupent activement de ce problème. L'un est anglais, il est au CERN. Et il avait parié que ce genre d'expérience allait donner tort à la mécanique quantique alors qu'elle lui donne raison. Et dans sa lettre, ce monsieur, il a écrit « Would it be that it were not so ?» point d'exclamation. Je traduis, fasse le ciel que ce ne soit pas comme ça que les choses sont. Et quant à l'autre physicien théoricien qui est italien, il m'écrit à peu près ceci. Eh bien, je n'ai pas encore perdu tout espoir de mettre en défaut la mécanique quantique sur ce genre d'expérience. Cependant, l'espoir, ça me nuise. Et si la mécanique quantique continue à avoir raison et que finalement elle a raison jusqu'au bout, eh bien, nous serons obligés d'en venir à accepter les idées paradoxales que vous défendez. Et ceci, c'est deux exemples entre mille de la situation dans laquelle nous sommes. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces expériences-là? Je le dis très brièvement. Les expériences de ce type-là sont des expériences de corrélation, de polarisation de photons qui quittent une source. Ce sont des transitions de cascade. L'atome chute d'un niveau supérieur à un niveau inférieur en passant par un niveau intermédiaire. Il émet deux photons corrélés, je pense que j'ai dit, quand on mesure les polarisations linéaires en LN. Ça, c'est un type d'expérience. Mais, je me suis avisé récemment que l'expérience temporellement symétrique a été faite aussi, sous une autre forme. On a aussi la corrélation sous la forme temporellement inverse. Voyez-vous, ici, cette fois, la corrélation se fait par le futur. Ce sont des expériences qui ont été faites en 1967 par Plegor et Mandel. Ce sont des expériences rétrodictives de corrélation de nombre d'occupations. Ce sont des expériences d'interférence de deux lasers indépendants. L'expérience se produit, ce qui est déjà très extraordinaire. Vous pouvez croire que l'expérience des trous d'ions faite avec deux lasers indépendants ne marcherait pas. Eh bien, elle marche. L'interférence se produit et quand on analyse de près, et quand on cherche à rétroduire de quel laser est sorti le photon, eh bien, on ne peut pas, parce que tout chaîne expérimental qui permettrait de rétroduire ça détruirait les interférences. De sorte qu'on est obligé de dire non seulement qu'on ne peut pas savoir de quel des deux lasers l'unique photon reçu est sorti, mais on est même obligé de dire qu'il a été émis solidairement par les deux lasers, qui sont donc en communication, si je peux dire. Il y a une intercommunication d'informations qui cette fois-là se fait vers le futur, au lieu de se faire par le passé, comme dans l'expérience précédente. Alors, je résumerai cette partie de la discussion en disant ceci. La situation en mécanique quantique relativiste est telle que deux systèmes qui ne sont pas présentement en interaction, c'est-à-dire que sur une liaison du genre espace, vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'interaction présente, mais qui néanmoins ou bien vont interagir dans le passé, ou bien vont interagir dans le futur,
eh bien, deux tels sous-systèmes sont inséparables, terme de Bernard d'Espagnac. Ils sont inséparables et je le répète, ça crée une situation intellectuelle tellement inconfortable qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'expliquer, qui cherchent à arriver dans le grand carré, et d'autres au contraire qui aiment bien les paradoxes et qui se réjouissent beaucoup de cet état de choses en disant que ça ouvre des horizons. Bon. Oui, alors, oui, pour les physiciens théoriciens qui sont ici présents, je sais qu'il y en a deux, eh bien, je dirais qu'on peut faire la théorie de tout ça en se servant du formalisme de la matrice S, c'est-à-dire des règles de calcul de Feynman, précisément. Voilà la région d'espace-temps dans laquelle se produit l'interaction. Alors, on a des sous-systèmes qui en sortent et qui sont en interaction ici par le passé. Ici, nous avons des sous-systèmes qui entrent et qui sont en interaction par le futur. Le calcul est complètement symétrique en prédiction et en rétribution, et il peut s'interpréter soit en probabilité prédictive, et c'est la corrélation d'Einstein directe, soit en probabilité rétroductive, et c'est la corrélation d'Einstein inverse. Bon, un petit mot encore pour dire que, en somme, sur quoi jouons-nous ici? Nous sommes en train de dire qu'au niveau du phénomène élémentaire, il y a symétrie complète entre l'onde retardée et l'onde avancée. L'une n'a pas du tout le pas sur l'autre. Il y a symétrie complète entre l'onde retardée et l'onde avancée. Et j'ajoute maintenant, j'aurais dû dire tout, mais je dis que je vais la mécanique quantique lie nécessairement la loi des ondes retardées à la loi de l'entropie croissante. Et symétriquement, elle lirait de la même façon la loi des ondes, les ondes avancées à la probabilité décroissante. De sorte que, en mécanique quantique, le principe de Carnot et le principe de la retardation des ondes, ce sont deux mots différents pour dire la même chose. Alors, au niveau élémentaire, les deux sont complètement symétriques. Et j'ajoute même quelque chose de plus, vous n'avez jamais l'un sans l'autre. Si vous analysez n'importe quelle situation au niveau de la mécanique quantique, au niveau élémentaire, vous n'avez jamais l'onde retardée seule et l'onde avancée seule, vous les avez ensemble. Ça veut dire que vous n'avez jamais séparément l'information connaissance et l'information organisation, vous les avez nécessairement ensemble. C'est seulement au niveau macroscopique qu'une distinction se fait. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que cette situation-là, c'est-à-dire la symétrie de droit au niveau élémentaire qui s'oppose à la dissymétrie de fait au niveau macroscopique, elle en rappelle une autre. C'est la symétrie particule-antiparticule qui est complètement de droit au niveau élémentaire. L'électron et le positron sont deux frères absolument jumeaux. Il n'en reste pas moins que macroscopiquement, dans le monde où nous vivons, l'électron est très trivial et le positron est rarissime. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette connexion des deux symétries de droit et des deux dissymétries de fait, en réalité, il y a une connexion entre les deux que je peux résumer par la formule suivante. Ce qui intervient dans ces calculs-là, c'est ce qu'on appelle le propagateur de Jordan-Cowie. C'est une généralisation covariante du delta de Dirac, et il a deux expressions. Soit D+, moins D-, ça c'est la différence des fréquences positives moins la différence des fréquences négatives, et ceci traduit la symétrie particule-antiparticule. Mais il y a une autre expression qui est D retardé moins D avancé, c'est la différence de l'onde retardée moins l'onde avancée, et cette simple formule vous montre que la symétrie de droit des particules et des antiparticules n'est pas indépendante de la symétrie de droit des ondes retardées et des ondes avancées, c'est écrit sur la formule. Et j'ajoute une chose, c'est que tous ces calculs emploient nécessairement le propagateur de Jordan-Cowie. Il n'est pas question d'employer autre chose, ça ne marcherait pas. Bon. Alors, je résume la philosophie de ça, ici je vais me transporter ici, ou bien plutôt je vais compléter mon petit diagramme. Voyez-vous, ce co-isotrope là, je supprime, j'efface passé futur ailleurs, je suppose que tout le monde se rappelle maintenant. Il traduit ce que j'appellerais le premier principe de la relativité, c'est-à-dire l'équivalence entre espace et temps. Alors j'ai été attaqué récemment par M. François Bonsac qui m'a dit « Vous nous avez parlé de l'équivalence entre espace et temps et maintenant vous nous défendez au niveau macroscopique la prépondérance des ondes retardées sur les ondes avancées, il faudrait quand même être conséquent avec vous-même. » D'accord, je lui ai répondu « Cher monsieur, parce que nous nous disputons mais nous sommes très bons amis, je lui ai répondu, cher monsieur, c'est un petit peu comme si vous reprochiez à un thermodynamicien d'énoncer le second principe après avoir énoncé le premier. Il faut énoncer les deux. Et bien ici, c'est la même chose. Maintenant, je vais énoncer le second principe de la relativité en disant qu'au niveau macroscopique, il y a une chose qui est tout à fait interdite. C'est de télégraphier dans la région ailleurs. Je crois que tout le monde connaît ce signe. Ça, c'est la voie tout à fait interdite. Directement. Bon. Télégraphier dans le passé, Einstein disait il est interdit de télégraphier dans le passé. Eh bien, il est clair aujourd'hui que c'est une interdiction macroscopique, mais pas du tout une intervention microscopique. Alors, je vais le signaler que vous allez tous reconnaître. Voilà. Ça, c'est interdit au poids lourd. Voyez-vous, ça ne marche pas au niveau macroscopique, en fait. Bon. Et par contre, en haut, eh bien, c'est la voie prioritaire. Voilà. Alors ça, c'est le second principe de la relativité macroscopique, qui est énoncé, voyez-vous, en même temps que le premier, d'ailleurs. Bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait télégraphier dans l'ailleurs par des chemins comme ça, voyez-vous, avec un relation dans le passé ou dans le futur. Ceci n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire ici. On ne peut pas télégraphier directement dans l'ailleurs, sauf naturellement si les tachyons existent, mais ça c'est une autre question.
sans parler des tachyons, on peut télégraphier indirectement dans l'ailleurs en se servant de deux vecteurs du genre temps, c'est ce qui est représenté là, c'est ce qui apparaît dans les corrélations d'Einstein, soit directe, soit inverse. Bien. Conclusion générale. Alors je pense que j'ai rendu clair qu'il y a vraiment un ensemble de paradigmes tout à fait nouveaux par rapport à la situation du XIXe siècle, que je vais m'efforcer de résumer. D'abord, l'espace-temps déployé en acte, primo. Secondo, les symétries intrinsèques, symétrie passé futur, qui va avec la symétrie information-connaissance et l'information pouvoir d'action, parce qu'il est clair que si l'une est liée aux ondes retardées, l'autre est liée aux ondes avancées. Ou si vous voulez en d'autres termes, il est clair que la causalité est liée aux ondes retardées et que la finalité, dans la mesure où elle existe, est liée aux ondes avancées. Du reste, c'est pas moi qui ai dit ça le premier, c'est Fan Tapillet, le mathématicien dont on parlait tout à l'heure. Bon. Le troisième changement de paradigme considérable, c'est la substitution de la loi d'addition des amplitudes à celle de la loi d'addition des probabilités partielles. Bon. Alors, au niveau élémentaire, au fondamental, nous avons donc une non-séparabilité globale de l'espace-temps, n'est-ce pas? C'est ce qui est montré clairement par ce type d'expérience. Une non-séparabilité qui est un véritable choc pour le sens commun, c'est un paradoxe au sens le plus fort du terme, et je peux vous dire que même Bernard d'Espagnac, qui y croit tout à fait, qui parle de non-séparabilité, eh bien, il reconnaît que ça crée une situation intellectuelle inconfortable. Bon. Ouais. Alors, je dirais deux choses. Je dirais d'abord que si on veut prendre ça au sérieux, et je crois qu'on est obligé de prendre ça au sérieux, de même que les successeurs de Copernic et de Magellan ont été obligés de prendre très au sérieux la rotation de la Terre et le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Je suis absolument persuadé que les gens qui ne sont pas des physiciens théoriciens, mais qui étudient d'autres domaines, seront amenés tôt ou tard à prendre tout à fait au sérieux ces nouveaux paradigmes. Et je pense que ceci est de nature à démythifier largement le concept de finalité. Parce que vous savez, on dit la cause finale, elle ne peut pas exister parce qu'une chose qui n'existe pas encore ne peut pas agir. Mais c'est que maintenant, dans ce nouveau contexte, il est beaucoup moins clair, ça ne peut pas exister. Si tout est déployé en acte dans l'espace-temps, eh bien la cause finale, nous n'y sommes pas encore arrivés, mais elle est bien là dans le futur. Et je pense que par exemple, une formule comme celle de Lamarck, vous savez, on a beaucoup attaqué Lamarck pour sa phrase « la fonction crée l'organe ». On a dit ça, c'est du verbalisme, c'est pas intéressant. Eh bien moi je crois que c'est peut-être beaucoup plus vrai que ça ne veut bien dire. Et je pensais à ça en particulier ce matin quand un des conférenciers parlait de cet ancêtre de l'oiseau qui ne volait pas, qui vivait des millions d'années avant l'Archéoptérix et qui néanmoins était fait comme un oiseau. Il avait un cervelle d'oiseau, un bec d'oiseau et peut-être je ne sais plus quoi encore. Eh bien pour moi ça ressemble énormément à quelque chose qui vient de ce qui se passera plusieurs millions d'années après. Je crois sincèrement que ce genre de considération est de nature à démythifier le concept de finalité. Bon. Je vous ai dit qu'au niveau élémentaire, il y a complète symétrie passé-futur. C'est quand on passe au niveau macroscopique que, en fait, les actions retardées sont largement prépondérantes sur les actions avancées. Ça ne veut pas dire que les actions avancées ne sont pas là. Ça veut dire que probablement on saurait les voir si on les cherchait au bon endroit. Et du reste, je n'en veux qu'une preuve. Quand vous faites du calcul des probabilités, vous faites de la prédiction statistique aveugle. Ça marche dans les jets de dés, etc. Mais je vous donne l'exemple suivant. Vous prenez la lignée du cheval, l'Hipparion. Bon. Vous cherchez à prédire à partir de l'Hipparion le cheval. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prédire le cheval à partir de l'Hipparion. Mais si vous essayez la rétrodiction statistique aveugle, la chose qui justement ne marche pas en physique, eh bien si vous essayez la rétrodiction statistique aveugle, elle vous dit quoi? Elle vous dit l'Hipparion, et du reste le cheval aussi, sont sortis de quoi? D'une soupe moléculaire indifférenciée. Eh bien c'est justement vrai. Ce qui tend à prouver que dans le domaine de la biologie, c'est la rétrodiction statistique aveugle qui devrait marcher et pas la prédiction statistique aveugle. Enfin, je sais que c'est un exemple simplifié, mais c'est pour mieux illustrer ce que je veux dire. Bon. Alors maintenant, je m'élève à un niveau plus philosophique. Alors je dis, ce à quoi nous avons affaire ici, avec cette physique déployée en acte, et ce qui est encore renforcé, comme je vous l'ai expliqué en mécanique quantique, nous avons vraiment une non-séparabilité qui est montrée par des expériences subtiles et qui échappe totalement au sens commun. Alors ça veut dire quoi? Que la séparabilité, telle que nous la pensons et telle que nous la pratiquons dans la vie de tous les jours, est quoi? Une illusion. C'est une illusion qui est quoi? Relative. Elle est relative à notre façon de penser et d'agir. Alors là, ça me fait penser tout de suite à deux choses. Ça me fait penser d'abord à Bergson, qui a écrit surabondamment dans ce sens. Il a parlé de l'homo faber, je crois bien, qui découpe pour les besoins de l'action et de la pensée pratique, il découpe des choses qui ne devraient pas être découpées. Et bien ça, la mécanique quantique est en train de dire la même chose. Ce que vous considérez comme séparable n'est pas en réalité séparable, pour des raisons bien plus subtiles que celles qu'on pouvait donner avant la mécanique quantique. Bon, maintenant il y a une autre métaphysique que ceci appelle immédiatement à mon esprit, c'est la métaphysique qui dit la séparabilité est une illusion qui est relative à notre façon courante de penser et d'agir. Et bien moi c'est ce que j'ai lu dans le peu de métaphysique védique que j'ai lu, c'est exactement dit sous cette forme-là. Et là encore, nous retrouvons à la fois Bergson
et les Védas, parce que Bergson dit, si nous savions pénétrer au-delà de cette façon que nous avons de découper pour la pensée et l'action de tous les jours, nous aurions l'intuition des ressorts, par exemple, de l'évolution. Et les Védiques vous disent quoi? Si nous savons nous élever à la conscience cosmique, alors nous avons une vue entièrement différente des choses, et cette vue, cette conscience cosmique est en même temps, disent-ils, l'acquisition des siddhis, c'est-à-dire des pouvoirs paranormaux qui manifestent les actions avancées. Bon. Alors pour terminer, je voudrais maintenant redescendre au niveau de la biologie. Est-ce qu'il est concevable que ces phénomènes extrêmement subtils de la mécanique relativiste et quantique soient opérationnels au niveau de la biologie? Eh bien, pour autant que j'ai lu jusqu'à présent, on n'a aucune preuve tangible qu'il en soit ainsi. Probablement parce qu'on n'a pas su le voir encore. Je pense qu'en réalité, ça doit être opératoire, et j'en donnerai quelques arguments dans ce sens. Le premier, c'est que notre œil et notre oreille sont tous les deux sensibles au niveau quantique. Notre œil peut recevoir presque les photons un à un. En tout cas, l'œil est sensible à très peu de photons reçus à la fois. Et l'oreille est sensible à un seul quantum lié à la fréquence acoustique. Bon. Alors, peut-être que la physique du solide devrait être invoquée au niveau de la génétique. Peut-être qu'il y a des supraconducteurs ou des choses comme ça dans les gènes, ce serait à examiner. Bon, l'informatique, elle est déjà très très présente en biologie, nous l'avons entendu encore ce matin. Mon pari, c'est que cette information deviendra toujours plus présente en biologie et que ce ne sera pas seulement l'informatique du calcul des probabilités ordinaires, celle des cybernéticiens par le fait qu'ils jouent avec le calcul des probabilités ordinaires, mais que ça deviendra un jour à venir l'informatique beaucoup plus subtile de la mécanique quantique qui additionne non plus les probabilités mais les amplitudes, et ça change tout. Bon. Et mon pari aussi est qu'on sera amené à considérer non seulement l'information connaissance, mais l'information pouvoir d'organisation. Excusez ma naïveté, mais je crois que Lamarck n'avait pas tellement tort quand il parlait de la fonction qui crée l'organe, et je pencherais moi personnellement vers une philosophie qui serait assez voisine de celle de ce qu'on appelait, je crois, le psycho-lamarckisme. Je crois que ce genre de doctrine a une chance de contenir la vérité de demain, peut-être. Enfin, excusez ma naïveté, je ne suis pas biologiste. Je vous remercie beaucoup de votre attention.